Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Je suis hyper content de pouvoir vous partager cette conférence. Je vous explique un petit peu en deux mots la genèse. On travaillait chez Uplix sur une conférence un peu différente et on m'avait proposé, c'est pas de moi l'idée, les 7 péchés capitaux. Au début, je me suis dit c'est un peu bizarre. L'idée n'étant pas de faire un titre qui fait que plein de gens viendraient, mais plutôt de trouver quelque chose qui pourrait fonctionner avec le SEO. Et en fait, je vais vous montrer que on voit pas mal de faiblesses humaines qui ont des conséquences sur votre SEO. Et du coup, c'est une espèce de pratique entre de la technique, des choses assez actionnables, mais aussi des choses un peu humaines, parce qu'on a beau avoir des outils hyper perfectionnés, on est quand même limité par nos propres... pas péché, bien sûr, mais voilà, nos propres limites et des choses qu'on a à travailler sur nous-mêmes. Donc vous allez voir, je suis assez content, j'espère que vous allez partager mon enthousiasme. Je trouve que ça fonctionne très bien et donc vous pourrez me dire ça à la fin. Alors du coup, voilà, je suis vraiment parti de tous les péchés capitaux et donc j'ai essayé d'en faire une traduction en SEO. Vous allez me dire si c'est hasardeux ou pas. Donc on commence par l'orgueil. Donc évidemment, je fais une petite définition très rapide. Donc l'orgueil, je pense que beaucoup de gens connaissent, le sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même, etc. Et du coup, en SEO, je me suis dit, bon, alors comment ça va être ça se traduire? Et du coup, c'est le fait de ne pas surestimer sa stratégie, de rester humble à travers les résultats. Donc la traduction de ça, on commence un peu cool, c'est que quand on démarre en fait une stratégie SEO, on a très vite en tête les mots-clés top tel, on va avoir les plus gros mots-clés. Donc, OK, tu t'appelles la MAF. Bon, il faut que tu travailles le mot-clé assurance auto. OK, merci, on est content. Et en fait, très vite, on va être limité parce que si on a en tête que ces mots-clés-là, eh bien, rapidement, on va avoir du mal à mettre en place une stratégie qui va montrer de la croissance en moins de 12 mois. Et du coup, on va vite être limité par des concurrents, souvent, qui sont puissants, en tout cas sur les grosses thématiques. Donc là, une première clé qui est évidemment assez importante, c'est de réfléchir sur le champ sémantique de la middle tail et de la long tail, qui sont évidemment souvent des relais de croissance hyper importants pour aller essayer d'avoir des résultats un peu plus rapidement et de surtout pas en fait se focuser sur les mots-clés les plus évidents qui vous viennent à l'esprit. Ok, alors du coup, on continue. Donc l'idée aussi, c'est de couvrir un champ sémantique plus large. Donc comment on fait? Et du coup, il y a une petite astuce qui fonctionne pas mal. C'est de prendre par exemple, alors ça marche pas sur tous les mots-clés, mais ça en marche sur un certain nombre. Donc ici, j'avais pris carte grise. Donc j'ai pris un site qui est très autoritaire, évidemment, puisque c'est le service public. Et je vais aller demander à Ahrefs de me lister tous les mots-clés sur lesquels le site rayonne. Donc là, il y en a beaucoup. Google se gave, puisqu'il trouve que c'est un site autoritaire. Et donc, à partir de là, on a déjà un champ sémantique qui est intéressant. On peut trouver des candidats pour aller chercher des requêtes un peu moins concurrentielles. Et vous avez des outils qui permettent de faire du clustering de mots-clés, d'aller chercher des thématiques, puisque le service public, il fait une page, il va ranker sur plein de mots-clés de la carte grise. Vous, vous, petit site un peu moins puissant sur cette thématique, il sera peut-être de bonne loi d'aller chercher plus de pages et cibler plus de requêtes. Donc ça, c'est une petite astuce qui fonctionne assez bien. Chez Uplix, on a évidemment beaucoup travaillé cette histoire de clustering de mots-clés. Donc on a un nombre de sites qu'on a développé en fait en Python pour travailler sur le clustering de mots-clés et donc identifier les mots-clés qui peuvent cibler plusieurs pages ou des pages différentes. Qu'est-ce qu'il faut créer comme cluster, lesquels il faut optimiser, lesquels se cannibalisent. Donc voilà, on a beaucoup travaillé ces choses-là et ça nous donne des résultats qui sont intéressants. Un petit site aussi qui n'est pas très connu, qui est pas mal, c'est quand vous avez un doute sur justement est-ce qu'il faut créer plusieurs pages ou une seule page. Donc ça s'appelle 12page voilà.com et ça va vous comparer les SERP sur un mot-clé. Donc est-ce qu'il faut faire 2 pages sur covoiturage ou co-voiturage ou enfin voilà, mon exemple n'est pas extraordinaire, mais voilà, eux ils disent
appartement ou appart. Est-ce qu'il faut faire 2 pages, par exemple? Voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est sympa à connaître. Alors là, on est bien, c'est sympa, mais du coup, on se pose une question très rapide que tous les CEO se sont déjà demandé, c'est OK, mais j'ai réussi à caler une petite phrase biblique. Comment on sépare le bon grain de l'ivraie? Pourquoi? Parce que quand on a la liste de mots-clés, par exemple, dans Href, on a nos pistes, etc., mais on a encore un petit doute en tant que SEO, parce que finalement, on ne sait pas exactement quels mots-clés on va pouvoir privilégier par rapport à d'autres. On va avoir le volume, keyword difficulty sur certains outils, très bien. Mais si jamais vous ne le savez pas, il y a un petit hack SEO qui a été démocratisé par un Tools et avec Stéphane Madaleno. Donc je vais vous parler juste après. Donc l'idée est simple, hein, c'est en fait, je regarde covoiturage, je vois que j'ai 21 millions de résultats. En faisant une commande Google, donc vous devez connaître un peu les commandes Google, site de points, etc. Là, c'est la All-in Title. Eh bien, je vais avoir un résultat un nombre de résultats ici qui va être plus faible. Et c'est peut-être un indicateur qu'il faut prendre voilà, en compte. Donc, je trouve que dans une stratégie, ça peut être assez intéressant, puisque dans Alloscan, c'est le nom de l'outil. Je n'ai pas d'action dans les outils, donc c'est vraiment pour vous donner ça, ça commence à être intéressant parce qu'en effet, on va pouvoir regarder ce mot-clé, comment il se comporte, le trend, on va regarder sa compétition, on va regarder son volume. Et comme vous allez pu voir, je vous ai fait quelques screens pour que vous puissiez un peu voir comment ça se comporte. Ben, c'est sympathique parce qu'on va avoir les SERP qui sont similaires, on va avoir les questions, les related search, vous savez, en bas à droite, en bas par exemple dans Google qui sont mis. Donc on va récupérer un plein de champs sémantiques qui vont passer dans un espèce de tamis qui vont appeler le KGR, le Golden, je sais plus quoi, Golden Ratio Keyword, c'est ça. Et donc du coup, on va voir en fonction du volume, du all in title et un certain nombre de choses, on va voir s'il y a des mots-clés qui sont plus intéressants. Donc je fais un test un peu rapide ici. Vous voyez par exemple, sur le mot covoiturage, bon courage pour dépasser Blablacar. Par contre, sur parking covoiturage, bah, il y a peut-être quelque chose à faire et il y a peut-être un peu plus de place. Voilà. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de se dire, bah, OK, par quoi je commence et qu'est-ce que je peux prioriser au-delà du facteur discriminant du volume, plus petit volume, moins petit volume, qui est quand même intéressant. Alors, deuxième sujet aussi, c'est l'anticipation sur le SEO. C'est évidemment important. Vous avez des mots-clés qui pop, hein, des choses qui sont nouvelles, et vous avez des outils aussi qui permettent d'essayer d'être en avance sur les petits camarades. Donc, je vous en donne un ici qui permet de regarder un peu ce qu'on appelle les trending topics. Donc, ça a été très à la mode à un moment. Je trouve que ça l'est un petit peu moins maintenant. Et donc, on va avoir des outils qui permettent en fait de vous donner des tendances de recherche qui augmentent. Donc là, je vous ai donné l'exemple du dropshipping TikTok. Ça doit être passionnant. Et donc, là, c'est intéressant aussi parce que c'est aussi une espèce de petit hack pour vous. C'est la possibilité d'arriver avant vos petits camarades sur la SERP, d'avoir un peu un effet de fraîcheur et de potentiellement damer le pion à vos petits camarades. Donc c'est des outils, il y en a d'autres qui sont assez intéressants et qui permettent de prendre une longueur d'avance un peu différemment que dans Alloscan, comme on l'a vu précédemment. OK, next, l'envie. Alors l'envie, c'est le sentiment de désir, mêlé d'irritation, de haine qui éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas, etc. Bon, très bien, fine. Moi, j'ai mis ça dans évidemment l'envie de copier son petit camarade. En SEO, c'est quelque chose qui est un peu connu quand même. Donc, comment on évite de copier une stratégie SEO? Comment on développe la sienne? Qu'on essaie d'être un petit peu unique. Alors, la fausse bonne idée, c'est de trop copier pour moi. Il faut juste s'inspirer. Donc, le problème, c'est que la nuance est un peu subtile, je vous l'accorde. Mais vous voyez, on voit pas mal d'agences SEO qui vont en fait scraper les PA, donc les People Also Ask, qui sont ici. Donc quand on tape, vous avez dû voir ça dans Google. Et puis ils vous disent, bon, bah, c'est simple,
tu as les questions qui sont là, fais exactement un article pareil, donc tu réponds, c'est quoi une agence SEO? C'est quoi le prix d'une prestation SEO? Et comme ça, tu verras, tu seras le roi du pétrole. Et là, bon, très bien, on peut faire un peu de ça, mais j'ai bien peur qu'on fasse plus de la duplication de contenu, qu'on réponde une énième réponse, et que peut-être que si Google affiche ces questions-là, il considère peut-être qu'il a déjà les réponses aussi qui vont bien, et il ne souhaite pas forcément avoir un énième candidat. Alors c'est moins vrai ce que je dis si vous êtes ultra autoritaire sur votre thématique, auquel cas il y a quand même des chances que Google regarde ce que vous avez à raconter. Mais dans un certain nombre de cas, ce n'est pas forcément la bonne idée. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, OK, est-ce que je ne peux pas accéder quelque part à ce que mes internautes se posent eux-mêmes réellement comme question? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais avoir ces questions-là? Eh bien, la réponse est oui. Dans la Search Console, on a la possibilité de poser une expression régulière. Tout le monde sait ce que c'est qu'une expression régulière? Oui, non, bof, oui, c'est bon. Et donc, du coup, c'est assez pratique parce que donc, je vous ai mis la requête ici. Je pense que vous pouvez la retrouver facilement dans Google, mais je vous l'enverrai, vous me contactez si vous la voulez la retrouver. Et donc, on va mettre ici, donc je vous ai mis exactement là, comment ça se fonctionne. Donc, on va dans la Search Console, on va taper sur Nouveau. Une fois qu'on va Nouveau, on va taper sur Filtre, expression régulière, et on la colle ici, Appliquer, Terminer. Et donc, on va retrouver des PA là-dedans, bien sûr, mais on va aussi retrouver des questions plus personnelles. Alors, dommage, Google est un peu radin là-dessus. Fini la belle époque où on avait l'ensemble des mots-clés qui généraient une visite. C'était chouette, mais ça, c'est terminé depuis notre ami Not Provided. Et ici, en fait, voilà, on a l'ensemble des questions, on a le nombre de clics, on a le nombre d'impressions, on voit le CTR, on voit les positions. Donc, il est probable que ce soit des choses sur lesquelles vous pouvez travailler et qui soient intéressants. La colère. Donc, la colère, je pense que vous savez tous ce que c'est. Hein, c'est assez facile. Et du coup, en SEO, on va dire voilà, comment on évite de prendre des décisions impulsives, émotives en matière de référencement. Comment on reste calme face au changement d'algorithme de Google. Donc il y a pas mal de turbulences dans l'algorithme de Google. Je trouve qu'il y en a un petit peu plus ces derniers temps. Ils sont secoués par l'IA et donc ils se sont mis à bosser 2 fois plus. Et voilà, on a parfois des courbes de trafic avec des chutes qui sont vertigineuses. Et c'est vrai qu'on panique. On panique parce que quand on est à 200K et qu'on tombe à 50, ça fait flipper, quoi. Et du coup, on se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, là, on voit beaucoup de comportements qui sont préjudiciables, compréhensibles, mais préjudiciables. Et donc, du coup, on est énervé. Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait n'importe quoi, très bien. Bon, on a des liens négatifs. Bon, attends, je vais faire du désaveu. Et la fausse bonne idée, le désaveu. Donc, le désaveu, j'espère que je prêche beaucoup de convertis ici, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de parcimonie. On n'est pas loin d'avoir des communications de Google qui disent non, mais attends, le désaveu, faites-en si vous voulez, mais en vrai, on sait faire tout seul, on n'a pas vraiment besoin de vous. Donc voilà, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, à mon avis, quand vous avez des baisses comme ça, même si vous avez beaucoup de pression de votre client, ne faites pas de changements trop rapides, basés sur la peur, sans analyse préalable. Ça peut être un hack qui est en cours, ça peut être une erreur, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas paniquer, parce que si vous faites des changements et que, en fait, au final, soit ça ne revient pas à la normale à cause de vos changements, soit ça revient à la normale et du coup, on ne sait pas très bien qui est le responsable, si c'est Google qui est revenu à la raison ou pas. Un exemple très simple, donc on a la MAF ici. La MAF, c'est un de nos clients, premier sur agence SEO depuis des années. Et puis, tout d'un coup, donc là, c'est assez fugace, parce que c'est du SEO Observer. Là, on ne peut pas regarder toutes les 5 minutes. Donc, on a l'impression que c'est très court, mais ça représente plusieurs heures, voire jours. Et boum, ça sort de la page 1. Alors, je peux vous dire que ça, moi, mon client, il le voit tout de suite. L'heure d'après, j'ai un coup de fil, et si je suis en vacances, c'est le même problème. C'est pas grave. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Attention, machin, attention, c'est le feu, etc.
Et typiquement, là, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est revenu à la normale, mais voilà, hein, Google, il s'est dit, tiens, on va faire des tests. Et des gros changements qui font peur comme ça. Alors peut-être que je suis passé à côté de quelque chose de plus grave, mais je ne pense pas. Donc pour ce genre de cas de figure, je le rappelle ici parce que c'est quand même hyper important, vous avez des outils gratuits. Nos amis de TextGuru me disaient qu'ils vont sortir un outil bientôt équivalent qui vous permet de savoir en temps réel s'il y a des turbulences sur votre serve. Parce que c'est évidemment une information intéressante de savoir s'il n'y a que vous qui vous cassez la gueule dans Google ou si plein de vos petits camarades ont la même sentence. C'est évidemment pas la même conclusion et les mêmes actions qui sont derrière. Donc voilà un exemple, il y en a d'autres. SEM Essentials, ça permet de voir, en plus par thématique, s'il y a des turbulences observées globalement ou pas. La paresse. Donc la paresse, ça je pense qu'on connaît tous aussi, la plupart. Donc c'est le fait évidemment d'avoir un goût pour l'oisiveté, le fainéantise, et ça se retrouve aussi en SEO. Comment on va éviter en fait les aspects importants, comment on va éviter de négliger des aspects importants du SEO, tels que la recherche de mots-clés, la création de contenu, comment on va surveiller nos performances. Alors ça, j'y crois aussi énormément. Moi, j'y travaille beaucoup. Donc d'abord, la première chose, c'est de surveiller en fait les résultats. Voilà. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un petit script qu'on a chez nous. Donc là, on va être connecté directement sur la Search Console. On va sélectionner une période de 12 mois. On va dire, OK, donne-moi la variation par rapport aux pages ou par rapport aux mots-clés. Et on va avoir un rapport qui va se charger automatiquement pour voir comment ont évolué les mots-clés. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce rapport, c'est par exemple les clics qui augmentent et les impressions qui augmentent, ou les clics qui augmentent et les impressions qui baissent. Si j'augmente en clics et je baisse en impression, c'est peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui se passent pour moi. Inversement, si j'augmente en clics, mais j'augmente aussi en impression, en fait, c'est juste qu'il y a plus de monde qui recherche le mot-clé Tartampion. Donc là, on voit le rapport qui commence à se générer ici. Tac, donc on le met un petit peu. On a un petit bouton Uplix qui devrait apparaître ici, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et non, ici, j'ai mis sur pause parce qu'il y a le temps de la génération pour ne pas vous embêter. Voilà. Et on va voir, en fait, peu importe le rapport qui se met en forme. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est un truc hyper important, c'est que ne perdons pas le temps de générer un rapport et de générer une recommandation. Par exemple, si vous optimisez un contenu SEO, regardez dans le temps comment il se comporte. Et ça, je serais curieux de savoir qui le fait dans la salle. Mais je ne vais pas vous poser la question parce que ce serait vous mettre un peu... voilà. Là, donc c'est ce que je disais, les clics en avant, les impressions en avant. Donc on voit tout de suite comment se passe quoi. Et en fait, l'idée ici, c'est de dire, mais en fait, demain, on doit être capable de dire à nos clients, en fait, on a fait A, B, C, D. Alors c'est assez facile, par exemple, pour l'optimisation d'une page qui va bien. Et on va suivre sa variation. On va dire, en fait, là, on a optimisé la page, il ne s'est rien passé. On n'a pas augmenté le trafic. Là, on a ajouté ce paragraphe-là et la page fait 30% de trafic en plus. Donc c'est dommage parce que je pense qu'on est très bon sur les recommandations, mais derrière, qu'est-ce qui se passe sur le suivi? Pour revenir il y a 3 mois sur ce qu'on avait conseillé, on en est où des conseils qu'on a donnés il y a 3 mois? Et donc là, on a quelque chose d'assez important. Nous, on se base beaucoup sur la Search Console et on a donc automatisé énormément de rapports parce que je pense que ça ne passionne personne de faire des rapports. Voilà. Donc plus c'est automatisé, plus rapide c'est. Un autre truc très sympa qu'on voit quasiment jamais, c'est le fait d'avoir du monitoring sur vos sites ou sur vos clients, si vous êtes une agence. Le fait de recevoir en temps réel une alerte qui dit attention, ton site est tombé, attention, ils ont changé la balise méta-description, ils ont bloqué le robot.txt. Moi, j'ai déjà eu des clients, lors d'une mise en prod, ils avaient oublié la no-index. Bon, vaut mieux s'en rendre compte assez vite. Vaut mieux tu connais aussi. Voilà. Ça peut piquer assez fort, donc voilà. Et ça, c'est alors oui, alors. Les patrons, ils vont oui, mais ça coûte cher. Non, le client, il veut pas payer pour ça. Bah ouais, je veux bien. Mais bon, le jour où tu l'appelles et tu lui dis, ton site, il est off, c'est normal? Ah ben, je savais pas. Mon équipe dev, elle m'a rien dit en plus. Donc ça peut faire vraiment la différence, même dans une relation client-prestataire, dire ouais, les mecs ils sont sérieux quoi.
La gourmandise. Qu'est-ce que j'ai pu mettre derrière la gourmandise? Bonne question, ça. Comment éviter de se concentrer uniquement sur les volumes de trafic et comment développer une stratégie qui se concentre sur la qualité. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors en fait, on parle beaucoup mots-clés, mais en fait, il existe le mot-clé parfait. Il existe 3 dimensions à un mot-clé qui ne sont pas forcément extrêmement connues. C'est la première composante, la première dimension, c'est la concurrence. Donc en fait, à moins d'être hyper autoritaire sur le sujet, un mot-clé moins concurrentiel est souvent plus intéressant et plus facile à aller attaquer. La deuxième chose, évidemment, c'est le volume. L'idée, c'est qu'il y ait un volume de recherche qui soit un minimum intéressant. Et puis, évidemment, une action post-clic. Donc c'est là où rentrent en action toutes les histoires d'UX, de réassurance et des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du volume, mais attention aux vanity metrics, c'est-à-dire des sites qui font du traffic, mais après qui ne transforment pas. Et l'idée ici, c'est de bien travailler sur les bons mots-clés. Et les bons mots-clés, encore une fois, ils ne sont pas trop concurrentiels, un peu. Ils ont un volume de recherche minimum, ouais, parce que le volume, c'est important, parce que tu as des gens, ils rankent sur des mots-clés, mais il n'y a pas de recherche. Moi, une fois, je m'étais amusé à dire « Ouais, regardez, on est premier sur agence SEO expérimentée ». C'était de l'humour, parce que personne tape ça dans Google. Voilà. Mais ça me faisait marrer. Donc c'est clair que le volume est important, et puis l'action post-clic derrière. Donc pour prioriser en fait l'ensemble des facteurs de ranking et ce qu'on veut proposer à nos clients, on a travaillé pendant plusieurs mois, maintenant presque années, avec Vincent Terrazi, sur une IA qui va travailler sur les facteurs de ranking. Donc on va lui donner de la data et l'IA va nous aider à prioriser les facteurs de ranking. Pourquoi je disais ça? Oui, voilà, c'est pour choisir les bons. Par rapport à la gourmandise, c'est de prioriser aussi les facteurs qui sont les bons et qui sont les plus juteux en premier, toute proportion gardée évidemment. Donc c'est un outil qui est en bêta chez nous et qu'on essaie de perfectionner. On est jeune entreprise innovante grâce à ça, c'est une reconnaissance d'État. Ça, je vous l'ai mis, c'est un petit slide bonus parce que j'ai trouvé cet article hyper intéressant. C'est moins SEO, mais je pense que le SEO, en fait, il touche de très près l'UX. Et ce qu'on peut faire, donc, c'est très important dans votre site de prendre les facteurs humains en compte. Hein. Et donc, dans l'article, en fait, ils disent que les décisions d'achat s'appuient sur des sciences comportementales. Et donc, il y a plein de stratégies gagnantes qui permettent de mener, en fait, de la conversion sans forcément uniquement parler de promotion ou de prix moins cher. Je pense que je parle à un convaincu. Donc, du coup, ici, là, je vous en ai mis 3 ou 4 pardon, qui sont donnés. La preuve sociale, le fait d'avoir des avis positifs. Nous, c'est vraiment notre pétrole, les avis positifs qu'on a sur l'agence. Tous juste, évidemment, et pas inventés par nos cousins ou nos tantes. Ensuite, les réductions à la livraison. C'est bête à dire, hein, mais les gens, ils veulent que la livraison soit gratuite. Voilà. Bon, après, on peut faire un grand débat là-dessus, mais comme ça. Voilà, le biais d'autorité, je ne développe pas tout, mais voilà, c'est évidemment penser différemment pour vos sites, penser UX, c'est hyper important pour évidemment l'action post-clic dont on parlait tout à l'heure. L'avarice. Bon, l'avarice, ça c'est très amusant. Refuser de dépenser de l'argent. Donc comment on évite, comment on ne veut pas investir? Alors, je pense que vous en avez tous eu un. Alors moi, je veux être premier sur assurance auto, j'ai 100 € par mois et mon site sera en ligne demain. Voilà. Ça coûte combien? C'est pas cher, j'espère, hein, parce que moi, attention, hein, je veux du retour sur investissement. Et on en a plus qu'on ne pense. Hein, voilà, les ambitions démesurées. Donc ça peut être assez vite complexe. Ça peut être assez vite complexe. On n'a pas tous la chance d'avoir des grands comptes qui ont plus de budget, et encore, c'est pas non plus la teuf. Et les budgets les plus faibles sont souvent les ambitions les plus hautes. Non? Hein? C'est marrant, hein? J'ai pas d'argent, par contre demain, c'est New York pour moi. J'irai à New York avec toi. Donc du coup, là, dans un premier temps, la bataille, elle est off-site, hein, très souvent, sur les mots-clés dits par le client. Et ça va être compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut commencer à calmer les clients avec des outils gratuits pour regarder le ranking d'un site
et commencer à lui expliquer la réalité des choses et lui montrer comment ça se passe sur la SERP et que ça ne va pas être si facile. Donc, évidemment, la recherche du ROI, alors tous nos clients ne parlent que ça. Oui, je veux du retour sur investissement, je vous donne 1 000 euros, je vais en gagner 3 000. Très bien. Mais, sauf qu'en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça en SEO et il va falloir évidemment un petit peu de temps pour que il va falloir sortir un peu d'argent et son portefeuille pour que ça fonctionne. Donc, on a un petit template ici que je vous partage pour savoir comment on va déterminer le budget d'une prestation. Eh bien, en fait, voilà, on va regarder la taille du site, et ça, pour le premier audit, on va lui demander s'il veut une visualisation. Et en fait, à chaque fois qu'il va choisir une option dont on va parler avec lui, sans grande surprise, le budget va s'augmenter en fait à chaque fois. Donc là-haut, on voyait voilà combien de temps et quels sont tes besoins primaires, quels sont tes besoins secondaires, quel est ton CMS, quelle est ta deadline aussi. La deadline, c'est important. Vous voulez tout de suite et pour demain, ça va être compliqué. Parce que quelqu'un qui a des grandes ambitions mais qui a du temps, ça peut commencer à s'envisager, mais pas autrement, quoi. Donc les questions déterminantes, pour bien déterminer son budget, parce qu'il faut se mettre à la place d'un client, c'est pas toujours évident, hein, mais les gens qui viennent nous voir ne savent pas combien ça coûte pour la majorité d'entre eux, pour certains d'entre eux. Donc quel est le nombre de pages, quel est l'âge du domaine, la technologie, voilà, poser la question et pas vendre du rêve. Voilà, ça c'est important, c'est vraiment un mindset que moi j'ai voulu garder quand j'ai fondé Uplix. Et voilà, on arrête de vendre du rêve, on arrête d'avoir des consultants qui viennent voir le commerçant en disant écoute, merci Roger, c'est cool ce que tu as vendu, mais moi je fais comment là, 6 jours sur un audit d'un site qui fait 300 pages. Je vais mettre quoi moi dans mon audit? Je fais 1 page par jour, c'est ça? Non, ça va pas être possible. Donc ça, c'est évidemment important. Alors, une petite vue que vous devez connaître, hein, qui est très sympathique, qui s'appelle le Competition Checker. Pardon pour mon anglais absolument affreux. Mais qui est quand même hyper intéressant pour ceux qui la découvriraient éventuellement, avec en fait la SERP. Hein. Donc là, j'ai gardé mon exemple covoiturage. J'ai un site dedans pour ça que je m'amuse. Et donc, on va voir pour l'URL, le Trustflow, le nombre de sites différents qui font un lien, le nombre de routes domaines, etc. Donc, on voit la difficulté comme ça. Alors, ça peut être intéressant, hein, commercialement parlant. Bonjour monsieur, vous voulez être promis sur covoiturage. Très bien. Bon, juste, on se regarde 2 secondes la SERP ensemble sur le mot covoiturage. Parce que, bon, voilà, covoiturage, comme d'autres niches, il n'y a pas 15 000 mots-clés non plus. Enfin, après, on peut faire du covoiturage plus ville, etc. Mais bon, globalement, c'est important de ranker sur le mot-clé principal. Et là, il y a quand même un peu de monde et des gens qui sont là depuis un certain temps. Alors, combien de temps pour avoir des résultats? Voilà, je vous ai donné quelques exemples parce que je trouve ça un peu agaçant. On ne donne jamais les URL, on ne donne jamais d'exemples, donc on ne peut pas savoir. Donc, c'est que des clients de l'agence, donc du coup, je n'ai pas de souci, je leur ai demandé avant. Donc, ici, Galoche et Patin, on les a pris à peu près par là. Et donc, voilà, on voit bien que c'est des prestations qui durent au moins 1 an pour que ça commence à fonctionner. Et ça, c'est pas magique, hein. Donc ici, on est sur un client sur la cordonnerie en ligne. Et là, typiquement, vous voyez, quand on regarde cordonnerie en ligne, on voit bien que la SERP, elle est plus facile. Elle est moins énervée. On voit qu'il y a un volume qui est assez faible. On voit qu'ici, on a des Trustflow de 0. On voit quand même que ça fait du traf, hein, pour faire écho à la conférence précédente. On voit bien que c'est pas totalement des rigolos, mais voilà. Donc nous, on est ici et on voit bien qu'il y a quand même un peu d'espace. Donc on est un peu plus confiant que sur le mot covoiturage. Ça, c'est un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Donc là, ça, c'est très compliqué, thématique assez difficile parce que c'est in fine des gens qui vont vouloir 5 minutes. Wow. C'est des gens qui vont vouloir accéder à vos revenus pour faire des optimisations. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais lui, typiquement, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui avait des ambitions assez élevées. Donc là, on a travaillé sur des liens externes. On a beaucoup bossé sur la notion d'entité nommée. Je n'ai pas développé trop ça dans ma conf, mais vous pouvez regarder ça. C'est hyper intéressant, les entités nommées. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. Et vous voyez, ça fonctionne pas mal. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, mais pareil, il faut 1 an, quoi. Il faut 1 an de travail pour que ça fonctionne. Ça, franchement, nous, Partners, j'étais content parce que typiquement, c'est le genre de client que je ne prends pas normalement.
Mais voilà, j'aime bien les challenges de temps en temps. Bon, voilà, X-Bar, là, vous voyez, on peut avoir des déclenchements. Là, on est sur le focus sur les marques. Voilà, ici, c'est des cigarettes électroniques, donc on va travailler les marques de cigarettes, tout ça. Donc ça, c'est un peu moins, c'était un peu plus intéressant. Ah oui, et puis je vous ai juste mis un exemple, le faux positif. Donc c'est Galerie Lafayette Gourmet. Alors quand on travaille sur un sous-domaine, évidemment que c'est plus facile. Alors ça, c'est génial comme cas de figure. Bonjour, Galerie Lafayette. Ah, très bien. Et ou quand on prend un sous-domaine, ouais, on prend un sous-domaine, ouais, c'est une bonne idée. Et là, vous, sous-domaine, on s'éclate. On verra d'autres exemples. La luxure. Ah, qu'est-ce que j'ai mis derrière la luxure? Parce que ça, la luxure, c'était un peu compliqué. Là, il a fallu que je me creuse un peu la tête. Donc la luxure, en fait, j'ai mis derrière en fait la volonté d'être sur du court terme, sur des liens de mauvaise qualité. Qu'est-ce que c'est que du référencement durable et éthique? C'est hyper intéressant parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup, c'est l'IA. Ah là là, l'IA. Vous voulez devenir riche, faites de l'IA, c'est génial. Discover, etc. Bon, alors oui, il y a des choses intéressantes qui pop, etc. Moi, ce qui m'agace toujours dans tout ça, c'est que c'est très court-termiste. Hein. Donc, voilà, regardez aussi peut-être un... Enfin, moi, j'ai pas de souci avec les gens qui font des coups et qui vont de coup en coup, comme ça. Alors, vas-y, l'IA, Discover, on va revenir sur Google News. Très bien, bon. Bon, pas de souci. Moi, j'avoue que je sais pas trop mon mindset, mais il ne faut pas que tous les gens soient comme moi, sinon c'est pas drôle. Et donc, on va avoir des sites, mais bon, ça se fait dégager. Alors, ça vend du rêve sur Twitter, ça montre que c'est très fort, hein, très bien. En vrai, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein, voilà. Donc, ils vendent des formations. Quand ça marche plus, c'est formation. Donc, attention, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Voilà, il y a des gens que je connais qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Mais après, voilà, attention, c'est temporaire, en fait. C'est ça la clé des stratégies Black Hat, c'est que ça va fonctionner, mais ça va vous demander une énergie quand même assez importante d'apprentissage et de mettre en place des choses pour que ça aille plus vite, pour industrialiser. Et voilà, même un Paul Sanchez qui a parlé ce matin a dit « Moi, je relis tous mes contenus parce que je ne veux pas non plus produire de la merde. » Ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ne pas estimer la souris. Oui, regardez ça. Donc je ne sais pas si vous savez, dans le chat GPT, en fait, à la fin, quand vous avez votre truc, il y a marqué « Voulez-vous régénérer la réponse ?» Donc tu tapes dans Google, par exemple, la site 2. Le Figaro, régénère la réponse. Et tu as plein de mecs qui ont mis du contenu de chat GPT, mais ils ont trop copié-collé, ils ont aussi récupéré je régénérais la réponse. Voilà, là, tu te fais gauler comme un bleu, quoi. Hein? Fais les choses bien quand même, peut-être, non? Elle est drôle, celle-là. Hein. J'aimais bien finir avec de l'humour. Pareil, vous voyez, on en parle, les guides d'achat. Donc, MFA, Made for Amazon. Avant, c'était Made for AdSense. Bon, c'est très simple. Voilà, j'ai un site d'autorité. Je vais proposer tel et tel truc. Et puis, au moment où le gars est chaud bouillant, boum, tu cliques, tu arrives sur Amazon. Et puis, si jamais tu transformes et que tu achètes le produit, moi, je prends 5% parce que c'est grâce à moi que tu viens là. Alors, ils s'y sont mis, là, le Figaro. Si, le Figaro. Le Monde, ils s'y sont mis. Donc, ils ont pris des sous-domaines, ils ont mis du contenu, comme on peut voir, acheter cette cafetière, elle est extraordinaire. Oh, ce vélo, je ne te l'ai pas montré, il est extraordinaire. Boum. Alors, regardez, ça marche. Hein. Marche bien. Hein. Enfin, ça marche plus, pardon. Guide d'achat.lefigaro.fr. Allez voir si vous ne me croyez pas. Et ça, c'est la courbe du monde, ça. Voilà. Alors oui, ça monte. Hein. Je n'ai pas dit l'inverse. Hein. Ça monte, là, on gagne de l'argent, là. Oh là là. Voilà. Mais là, il faut trouver autre chose, là. Ah, ça s'arrête, là. Voilà. Donc, voilà, pas de souci, mais voilà. Donc, une conclusion, c'est simple, c'est réfléchissez à tous ces patterns hein, qui jouent dans votre SEO. C'est un peu du développement personnel, mais voilà, à travers chaque chose, en fait, il y a des biais. Donc, dans sa stratégie, je répète pas tout ce que j'ai dit parce que je pense que j'ai plus trop de temps, mais je vous les ai résumés sur une slide. Je vais essayer, il faut que je publie mes slides, il n'y a pas de souci. Voilà, mais il y a un biais dans tout ça. Voilà. Merci. Je m'appelle Emmanuel de Vaumoret, je suis fondateur de l'agence Plix et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. La question mug. Je croyais que j'allais passer à travers. Ok, la question mug. Alors on lève la main, s'il vous plaît. Je pense que les mains ne vont pas se lever trop vite. Qui est capable de... Ah oui, pardon, juste il y a une petite info. On a fait une extension Chrome, voilà, pour ceux qui veulent, qui est gratuite. On ne collecte pas de data, etc. Donc, voilà, tout le monde là déjà? Bon, c'est parfait alors.
Excusez-moi. La question, mec, prêt? Attention. Qui serait capable de me citer alors, j'ai hésité sur la question, mais je me suis dit, c'est la plus violente. Les 7 péchés capitaux. Tu vas y aller? Alors, attends, on va te donner un micro. Il y en a 7, hein, c'est simple. L'orgueil, l'envie, l'avarice, la gourmandise, la luxure, la paresse, la colère. Là, on peut l'applaudir, hein, c'est pas mal. Voilà, merci à tous. On a le temps pour 2-3 questions, si vous avez des questions. Merci pour la conf, c'était top. Super. Sur la dernière slide, hyper intéressant, les guides d'achat Figaro, Le Monde. Est-ce que tu as regardé, est-ce que tu peux expliquer, parce qu'ils ont les moyens, des beaux domaines et surtout des équipes dont ils se sont barrés, mais qui étaient là dans la salle juste avant que tu parles du Figaro. Et donc ils sont suivis par des bons SEO. Ah, c'est le mec qui me fusillait du regard depuis tout à l'heure. Comment t'as regardé pourquoi ils se... Ouais, je pense pas avoir de réponse folle, mais c'est Google qui décide. C'est des amours, en fait, ça fonctionne moins. C'est Google diminue l'impact de ces MFA. C'est générique, en fait. Tout le monde a le même traitement. C'est pas que. Et en fait, il y a moins d'engouement. Google ferme les robinets, quoi, comme pour l'IA. Enfin, quand je dis l'IA, tout le monde dit, vous l'aurez entendu au SEO Camp, c'est l'IA, mais c'est des contenus faibles aussi. Hein. Tu as un contenu de merde, il va se faire désindexer. Google, il change son mindset maintenant. Il va remettre la qualité plus en avant. Il t'indexe même plus maintenant. Donc, c'est tout simplement parce que ces sites-là, ils sont pourris, en fait. Ils n'ont pas fait un truc de ouf. Hein. Ils n'ont rien révolutionné. C'est un contenu avec un lien... qui apporte relativement peu de choses, quoi. On n'est pas sur un truc révolutionnaire quand tu vas sur les sites. Ils n'ont pas mis les moyens qu'ils ont au service de quelque chose d'un peu plus long-termiste, quoi. Alors ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Après, on ne va pas se mentir non plus. Hein. C'est un partenariat qu'ils ont avec Pierre-Paul Jacques. Le Monde en tant que tel a probablement juste un pourcentage et un droit de regard relativement limité, relativement. Et puis ça s'arrête là, quoi, je pense. Merci. Merci le magicien pour ta conf, toujours très bonne de qualité. Et donc ma question, c'est que je suis allé sur tools.uplix.fr et j'arrive pas à accéder au truc. Comment on fait pour y accéder? Il faut avoir ce qu'on appelle chez nous un CDI. Ah, d'accord. Mais merci, ça veut dire que la sécurité marche toujours. Très bonne remarque. Est-ce qu'il reste des questions? Cool. Merci. À bientôt.